et identitaire. On en parle avec les deux invités du Grand Angle. Bonjour à vous deux, Sylvain Sipel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Slimane Zeguidour, vous êtes bonsoir. Notre éditorialiste international sur TV5 Monde. Alors Sylvain Sipel, vous avez dirigé Courrier International, vous avez été rédacteur en chef au Monde, correspondant du Monde aux États-Unis de 2007 à 2013. Et vous venez de publier un livre fort et passionnant, L'État d'Israël contre les Juifs, aux éditions La Découverte, avec un titre qui frappe fort. Pourquoi, Sylvain Sipel, l'État d'Israël serait-il mauvais pour les Juifs, serait-il contre les Juifs ? Il y a beaucoup de raisons. Je vais essayer de résumer la principale. Israël aujourd'hui est un État qui est devenu, qui a une politique ethniciste déclarée, assumée. Cette politique à l'intérieur d'Israël a créé deux catégories de citoyens formellement inscrits dans les lois fondamentales de l'État. C'est-à-dire qu'il y a les citoyens qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, et les deux catégories n'ont pas les mêmes droits. Ouais. L'impact de cette transformation amène Israël à être, comme on dit en anglais, le darling, hein, le chouchou de toutes sortes de régimes. Ça commence avec celui de Trump, mais ça va avec c'est Bolsonaro au Brésil, c'est Orban, etc. Donc ces régimes sont des régimes leaders qu'on appelle illibéraux, voilà, ou autoritaires, ou identitaires. Et Israël assume cette politique identitaire. Alors je pense que c'est extrêmement mauvais, parce que d'abord, très généralement, la politique identitaire s'accompagne de xénophobie et de racisme. Ouais. Et je pense que se lier à ces racistes, qui sont très généralement islamophobes, pas seulement, mais c'est en général, c'est le principal racisme qui s'exprime. Si on croit que ça va s'arrêter uniquement aux musulmans, ouais, eh ben on se trompe complètement. Dans le contexte que vous venez de décrire, quel est l'enjeu pour vous, Sylvain Sipel, de l'élection de demain ? C'est difficile à dire. Il y a un enjeu fondamental qui est que Netanyahou va ou ne va pas rester au pouvoir ? Si Netanyahou reste au pouvoir, je pense qu'Israël, y compris par besoin de Netanyahou de se protéger, puisqu'il est poursuivi et il a un procès qui commence dans 15 jours. Le 17 mars. Et donc, voilà, pour des prévarications importantes. Et donc, je pense que la tendance au renforcement de ce que vous avez appelé l'illibéralisme, ouais, si vous voulez, ira croissante. Ce sera quelque chose de très important. En revanche, si on pense que ce qui compte, c'est la relation avec les Palestiniens, etc., je pense que cette élection n'aura strictement aucun impact sur cette question. Slimane, même question. Quel enjeu pour ces élections de demain en Israël ? C'est celui que disait Sylvain Sipel, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou est dans une espèce de course effréné en avant, et on en est à la 3e élection en un an, et l'enjeu c'est effectivement comment échapper à la justice. Il est déjà le seul Premier ministre israélien à rester aussi longtemps au pouvoir, et il est le seul Premier ministre en exercice dans l'histoire d'Israël à être inculpé, et il faut dire aussi qu'il cumule 4 autres ministères. C'est dire que c'est combien il est exceptionnel dans l'histoire de ce pays. Alors, on voit donc les deux têtes d'affiche des élections de demain. C'est le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. Face à lui, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Benny Gantz. Quelle différence entre les deux hommes ? On revoit ça tout de suite avec ce sujet de Eitan Hadji. Ils se retrouvent face à face devant les électeurs pour la 3e fois en moins d'un an. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, deux rivaux politiques déterminés à gouverner Israël. Un exercice auquel est habitué le chef de la droite. À 70 ans, Bibi, comme on le surnomme, a déjà passé 14 ans au pouvoir. Le Premier ministre en fait d'ailleurs un argument de campagne. Il n'hésite pas à tacler sur ce point son concurrent, un novice en politique. Gantz est un mec sympa, mais ce n'est pas un dirigeant. Non, ce n'est pas un dirigeant. Pour diriger l'État d'Israël, vous avez besoin de prendre la bonne voie. Vous avez besoin d'une vision, d'une personne avec des aptitudes. Celui qui se pose en garant de la sécurité d'Israël a multiplié les annonces spectaculaires pendant sa campagne. Dernière en date, l'annexion rapide de la vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie occupées, un cadeau destiné aux électeurs de la droite nationaliste. Benjamin Netanyahou a besoin de leur appui lors de ce scrutin législatif où les sondages le donnent au coude à coude avec le leader du parti centriste. Benny Gantz, 60 ans, ancien chef d'état-major, rassemble derrière lui les opposants au chef du Likoud, le centre-gauche,
et les partis arabes israéliens. Partisan d'un dialogue avec les Palestiniens, Benny Gantz refuse de rejoindre un gouvernement dirigé par Netanyahou, inculpé dans plusieurs affaires de corruption. Benyamin Netanyahou, vous n'êtes pas digne d'être Premier ministre un jour de plus. Je ne siégerai pas avec vous. Malgré le jeu des alliances, aucun des deux candidats n'a jusqu'ici réussi à obtenir une majorité des sièges au Parlement. Les résultats de ces législatives dépendent désormais du taux de participation, la grande inconnue de ce scrutin. Sylvain Sipel, pourquoi 3 élections en moins d'1 an? C'est impossible aujourd'hui de former une majorité en Israël? Oui, et ça risque de l'être une 4e fois. C'est-à-dire que la probabilité la plus grande est que ces élections ne donnent pas un autre résultat que les précédentes. Les derniers jours, à nouveau 2 blocs très proches. Oui, 2 blocs dans lesquels Gantz est légèrement en avance, mais n'est pas en mesure de former une coalition. Et Netanyahou ne l'est pas plus. C'est dû à l'émiettement des partis politiques. Il y a trop de partis politiques en Israël? Non, il n'y a pas trop de partis politiques, mais c'est dû à une situation très particulière qui fait que un parti, qui est un parti d'extrême droite nationaliste, mais laïque, qui est dirigé par Lieberman, oui. Ce parti-là est très hostile à l'association avec les partis religieux, et pour des raisons de politique intérieure, a décidé d'empêcher Netanyahou d'être reconduit. Toujours aussi difficile de former un gouvernement? Oui, et il y a un autre élément aussi, à part celui que vient de signaler Sylvain Sipel, c'est l'électorat arabe. Les Arabes israéliens représentent 20% de la population. Ils ont 13 députés à la Knesset, c'est-à-dire 10%. Mais un des points communs entre Lieberman, entre Gantz et Netanyahou, c'est qu'aucun de ces trois ne veut s'allier avec ses compatriotes arabes. Ouais. Or, les voix arabes pourraient faire basculer l'élection facilement. Le problème, c'est que les partis... Gantz a insisté qu'il ne veut pas s'allier. Pour être un point important, en tout cas. Oui, ouais. Et c'est une des anomalies du système démocratique israélien. C'est une population qui est israélienne, mais dont la classe politique vote des lois pour les considérer comme n'étant pas totalement dans leur État. D'accord. La question palestinienne, elle a été présente ou absente dans la campagne électorale? Elle est très présente puisqu'elle est totalement absente. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Sa présence se manifeste par le fait qu'il y a en réalité un accord quasi général de la classe politique israélienne. Vous avez une toute petite fraction qui est, disons, à l'extrême gauche sioniste, qui est critique de la continuation de l'occupation des territoires palestiniens. Mais sinon, la classe politique israélienne en totalité a perçu le plan Trump comme l'excellent plan, qui est un plan qui a été concocté entre Trump et Netanyahou. Alors, dans votre livre, vous citez cette phrase « Avant, Israël pissait dans la piscine en se cachant. Oui, désormais, c'est du haut du plongeoir. » Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ouais. C'est le dirigeant d'une association qui s'appelle B'Tselem. Et qui est la principale organisation de défense des droits de l'homme en Israël. Alors, quel est le sens de cette... C'est une expression hébraïque. Et pisser dans la piscine depuis le plongeoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes comme moi, on a tous pissé, fait pipi un jour dans la piscine, parce que c'était un peu urgent. Mais là, on le fait aux yeux de tous. Parce qu'on se croit tout permis. Parce qu'on se croit tout permis, et parce qu'on pense qu'on bénéficie d'une impunité totale, et puis on s'en fout de ce que vous pouvez bien penser de nous. Ce qui est encore plus vrai aujourd'hui avec le président Trump au pouvoir aux États-Unis. C'est aggravé avec le sentiment israélien de bénéficier d'une impunité définitive. En juillet 2018, le Parlement israélien a adopté cette loi dont vous parlez dans votre livre, qui fait donc d'Israël l'État-nation du peuple juif. C'est un tournant historique, Slimane Zeguidour? C'est un tournant historique. La loi, le fait que ce soit gravé dans le marbre de la loi, c'est ça le tournant. Parce que si on compare cette loi avec la déclaration d'indépendance, la déclaration d'indépendance insistait sur le fait que les minorités non juives de l'État d'Israël naissant devraient bénéficier des mêmes droits. Or, il y a eu évidemment des petites lois, des décrets qui petit à petit marginalisaient les Arabes. L'avant-dernière, avant cette loi, c'était une loi qui faisait dégringoler la langue arabe de statut de langue officielle à un statut de langue officieuse. Pourquoi la majorité de Benjamin Netanyahou a cru nécessaire de faire voter cette loi? Précisément parce que ce qui devait être caché précédemment, ce qui était gênant, ce qui était nié, est désormais assumé. C'est-à-dire que... Fièrement assumé. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Très longtemps, des générations de jeunes Israéliens ont été éduqués dans l'idée que, en 1948,
nous n'avons expulsé aucun Arabe, ils sont partis volontairement. C'était la phrase de Ben Gurion. Pourquoi est-ce qu'on disait ça? Parce qu'on savait bien que si on assumait l'expulsion, ça veut dire assumer un crime. Aujourd'hui, vous avez rencontré un nombre incalculable d'Israéliens qui vous disent « mais la grande erreur de Ben Gurion a été de ne pas les expulser tous ouais. ». Et d'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à le faire demain si l'occasion se présente. Brièvement, quelle est l'alternative à Netanyahou, si ce n'est Gantz? Où est la gauche israélienne? La gauche israélienne a à peu près disparu. Il y a un élément d'espoir qui est qu'il y a une partie de ce dont je parlais, de cette gauche sioniste, le Meretz, qui était à peu près 30-35% du parti, qui était un gros tiers, qui était favorable à faire une alliance avec le parti qu'on appelle Parti arabe par défaut. C'est pas le nom du parti. Il s'appelle Liste unifiée. Mais il y a des... Il y a d'ailleurs des listes judéo-arabes. Oui, bien sûr, il y a une des association élus de plusieurs... Bien sûr, mais ils sont majoritairement palestiniens. Mais il y a aussi des élus juifs. Si cette association avait pu se faire avec le Meretz, je pense que ça aurait indiqué une voie d'espoir pour sortir... On en est loin, là. On en est encore très loin. Ouais. On en est encore très loin. Merci à tous les deux. Le temps passe. Sylvain Sipel, L'État d'Israël contre les Juifs, un livre à lire, vraiment très important pour comprendre l'état de l'État d'Israël, sans jeu de mots, en 2020. C'est aux éditions à la découverte. Merci Slimane d'être venu avec nous aujourd'hui dans le 64 minutes. Merci à vous. Merci. On va passer à la culture avec Sylvia Garcia qui va nous rejoindre dans un instant. Et